c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Nguyen et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Avant de laisser place à mon invité du jour, je rappelle que je ne suis ni banquière ni conseillère en gestion de patrimoine, donc je ne suis pas habilitée à donner des conseils en investissement. Mais si comme moi, vous souhaitez recevoir des conseils neutres et non biaisés adaptés à votre situation pour aligner vos finances avec vos projets de vie et vos convictions, je vous recommande vivement le cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé par Nicolas du site avenuedesinvestisseurs.fr. J'ai choisi de me faire accompagner par Nicolas car il fait partie des 5% seulement des conseillers en gestion de patrimoine qui délivrent un conseil indépendant en France. Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 € lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. On se retrouve pour la deuxième partie de mon échange avec Guillaume Simonin pour aborder les situations financières que certains parmi vous nous ont partagées sur le compte Instagram des pépettes. Alors dans la première partie, Guillaume nous a notamment expliqué quelles sont les questions à se poser, les éléments à prendre en considération pour savoir si vous devez louer ou acheter votre résidence principale. Il nous a également partagé 2 outils, la pyramide du patrimoine pour vous permettre de bâtir votre patrimoine étage par étage et la ligne de vie pour vous aider à définir et prioriser vos projets de vie. Dans cette deuxième partie, on aborde avec Guillaume un nouvel outil qui va vous permettre d'ajuster votre stratégie selon les moyens dont vous disposez et les objectifs que vous fixez. Guillaume nous partage aussi son point de vue sur les cas spécifiques de Romain et Claudia. Alors j'espère que leurs cas feront écho à vos propres situations et vous aideront dans vos réflexions. D'ailleurs, si vous aimez ce nouveau format, venez me le dire sur Instagram. Ça me permettra de savoir si je poursuis ou non ces cas pratiques avec d'autres invités. Sans plus tarder, je vous laisse rejoindre notre conversation. Très bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Aude. Alors on se retrouve pour cette deuxième partie de notre échange consacré à la construction de sa stratégie d'investissement. Lors de notre précédent échange, on avait abordé le cas de Julie, qui est, souviens-toi, entrepreneuse, qui avait 60 000 € de côté et qui ne s'intéressait pas à l'argent, mais qui voulait pouvoir dépenser son compté. Aujourd'hui, on va étudier ensemble les cas de Romain et de Claudia. Alors, si je résume un peu ce qu'on a vu la dernière fois, pour construire une stratégie qui vous ressemble, ça nécessite de répondre à plusieurs questions. Première question, d'où est-ce que vous partez ? Donc, c'est-à-dire quelle est votre situation actuelle, quel est votre patrimoine existant, quelle est votre capacité d'épargne mensuelle. Deuxième question, où est-ce que vous voulez aller ? Quels sont vos projets et vos objectifs de vie ? C'est-à-dire quels sont les accomplissements que vous serez fiers d'avoir réalisés au cours de votre vie ? Quelles sont aussi les convictions et les valeurs que vous souhaitez nourrir et développer ? Et troisième question, en combien de temps vous souhaitez vous y rendre ? Donc, quel est l'horizon de temps que vous avez devant vous pour atteindre ces objectifs ? Et une fois qu'on a défini tout ça, c'est là qu'on va pouvoir travailler sur le comment on met tout ceci en mouvement. Est-ce que c'est bien ça, Guillaume ? Et super bien résumé. Je ne t'aurais pas dit mieux. Bon, alors on va pouvoir tout de suite passer au cas suivant, donc comme je disais, le cas de Romain. Alors je vais vous lire à nouveau sa situation de départ, donc d'où est-ce que Romain part, et ensuite sa situation d'arrivée, c'est-à-dire quels sont les projets qu'il souhaite développer. Et après, comme d'habitude, Guillaume, je te laisse opérer pour nous aider à nous poser les bonnes questions pour parvenir à construire nous-mêmes notre propre stratégie d'investissement. Alors, situation de départ de Romain. Donc, Romain a 28 ans. Il est célibataire et enseignant titulaire dans le 94. Il a un salaire mensuel net d'impôts de 2 400 €. Il dispose actuellement d'une épargne de 10 000 € avec une cible à 30 000 € dans les prochains mois pour pouvoir se constituer un apport pour l'achat éventuel d'un petit appartement en banlieue. Il a par ailleurs investi près de 40 000 € en crypto.
Alors, il m'a dit qu'il avait fait all-in parce que c'est le domaine qu'il connaît le mieux. Donc, il n'a pas peur de prendre des risques importants dans ses investissements puisque pour l'instant, il n'a pas d'enfant. Et depuis son investissement, bien évidemment, les cryptos, ça on l'a vu, ont beaucoup chuté. Donc aujourd'hui, le montant de son capital investi est passé à 30 000 euros. Donc en bref, il a 10 000 euros d'épargne et 30 000 euros investis en crypto. Donc ça, c'est sa situation de départ. Ensuite, donc, il m'a partagé ses projets, donc sa situation d'arrivée là où il souhaite aller. Première chose, lui aussi est en réflexion sur l'achat de sa résidence principale. Il se pose la question d'acheter ou non alors que les prix des biens en région parisienne sont particulièrement élevés. Ses projets à moyen long terme sont de fonder une famille. Idéalement, il m'a dit entre 32 et 35 ans pour un premier enfant. Il envisage aussi de quitter l'Île-de-France et donc ses fonctions, mais ça va dépendre de l'état de ses finances et aussi de son statut matrimonial, s'il est en couple ou non à ce moment-là. Lui, personnellement, préférait fonder une famille en province pour bénéficier d'un logement plus spacieux. Donc là, ce qui est intéressant dans le cas de Romain, c'est qu'il a fait ses choix d'investissement à partir de ses convictions et de son rapport au risque. C'est parce qu'il a une appétence pour le risque et parce qu'il soutient profondément la vision qui est portée par les cryptos, avec notamment la création d'un système économique incensurable et décentralisé qu'il a décidé de faire all-in sur ce type d'actifs. Donc toi, Guillaume, tu me disais quand on a préparé cet épisode que tu comprenais sa vision et son raisonnement. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi cette démarche, cette façon de faire te parle, alors que moi, à première vue, je me dirais oh là, il a fait all-in sur les cryptos, clairement il est inconscient ou j'aurais ce genre d'a priori. Je comprends le cheminement de pensée. Après, on va dire que je n'y adhère pas. Moi, je suis moi-même investisseur crypto. Je comprends la philosophie. Je vois ce qui est possible de faire avec les cryptos et que c'est effectivement l'aube, ça pourrait être l'aube d'une nouvelle finance. Là, en tout cas, la technologie permet ça. Après, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui et les dérives, c'est une chose. Mais en soi, la technologie et les valeurs portées de cette graine-là du monde des crypto-monnaies et plus globalement de la blockchain, je comprends son attrait. Après, dans un développement patrimonial, je trouve en revanche que c'est risqué de tout mettre dedans, malgré le fait il y ait des fortes convictions là-dedans. Si j'observe en fait cette situation, la première réflexion que je pourrais me faire, c'est se ramener à des pratiques extrêmement simples, des bonnes pratiques extrêmement simples en termes de gestion de ses finances et de ses investissements, et c'est notamment la diversification. On parle souvent de diversifier le risque, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, là c'est la première chose que je pourrais constater. Je comprends les convictions, j'adhère à ces mêmes convictions. J'ai aussi, par rapport à, on va dire, un patrimoine classique, moi, à titre personnel, peut-être surpondéré la partie crypto. Par contre, je suis bien présent sur ce qu'on va appeler la finance traditionnelle, qui reste quand même aujourd'hui l'essentiel, une grosse partie de la finance, peut-être pas l'essentiel, parce que les cryptos ont une forte adoption et de plus en plus accrue auprès du grand public. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans un développement patrimonial, il y a quand même des grandes règles qui pourront évoluer demain. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut faire une stratégie un peu bon père de famille, et je vais vraiment parler dans ce cadre-là de bon père de famille parce que je ressens ça aussi dans le cas de Romain, de dire c'est aujourd'hui, oui, je suis célibataire, ou aujourd'hui, je peux prendre du risque, etc. Mais il y a quand même des projets bon père de famille, entre guillemets, hein, avec fonder une famille, peut-être déménager, etc. Et je pense que c'est important déjà de se poser la question de la diversification aujourd'hui, parce que peut-être que c'est demain, mais c'est demain dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et que tout ça, ça s'anticipe. Hein, tout ça, ça reste pour moi un projet et qu'il faut peut-être pas attendre le dernier moment, le jour où c'est là, pour se poser les bonnes questions de la diversification, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'état de l'investissement, particulièrement sur des classes d'actifs spéculatives, risquées et très volatiles. Aujourd'hui, il a placé 40 000, c'est devenu 30 000. Depuis qu'il a écrit, c'est peut-être 35 000 ou c'est peut-être 28 000, ça dépend des actifs sur lesquels il s'est positionné. C'est une classe d'actifs qui est encore extrêmement volatile. Peut-être que la volatilité diminuera dans le temps, alors qu'il a des projets qui sont quand même moyen terme. Donc si je le ramène à quelque chose de très mécanique, il y a des projets moyen terme et on est positionné aujourd'hui essentiellement sur un patrimoine qui, à mon sens, est très risqué, hein, du fait de cette volatilité, et donc nécessairement qui nous pousse à des horizons de temps beaucoup plus longs. Donc pour moi, il y aurait un décalage en fait entre la situation financière et patrimoniale aujourd'hui et les projets qui sont en face, si je devais, sans rentrer dans le spécifique là, si je devais avoir un premier niveau de lecture.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que le niveau de risque qu'il a pris permet en fait, d'aller, développer des projets qui sont plutôt très long terme, alors que les projets qui nous décrivent vont plutôt être à moyen terme comme, s'acheter sa résidence principale ou, fonder une famille. Exactement. En fait, c'est comme un désalignement entre l'objectif de résultat et l'objectif de moyens. Hein, j'ai un objectif de résultat qu'on pourrait appeler les projets, même s'ils ne sont pas nécessairement spécifiques, budgétés, etc. Mais fonder une famille, peut-être déménager, un apport de résidence principale, etc. Bon, tout ça sur le court terme, ça s'entend. Et j'ai aujourd'hui une épargne de 10 000 € qui a l'air d'être ici une épargne de précaution et des investissements, donc mon patrimoine total à hauteur de 40 000 € où aujourd'hui je suis en moins-value de 10 000 €. Et là, pour le coup, est-ce que dans 5 ans j'aurai récupéré ça? Est-ce que ça aura fait x2? Est-ce que ça aura fait x3? Personne ne le sait. En revanche, si j'ai des projets moyen terme, il faut que je puisse aligner aujourd'hui mes moyens, c'est-à-dire mon patrimoine disponible, en lien avec ces projets tout en tenant compte de mes convictions. J'ai pas de problème avec ça. Moi aussi, je crois beaucoup aux cryptos. Par contre, je suis très mal placé, et je crois que tout le monde l'est, pour dire où en sera le prix du Bitcoin ou le prix de n'importe quelle crypto-monnaie dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire là dans la situation de Romain pour parvenir à cet alignement entre, ses moyens et ses objectifs de résultat? Moi, ce que je crois dans la situation de Romain, quand on l'a partagé et quand je l'ai parcouru, peut-être que ça se joue au niveau des convictions et des croyances. C'est effectivement quand tu m'as envoyé le fichier, il y a un petit paragraphe sur les convictions et les croyances. Et moi, ce que je constate de Romain, c'est qu'il est éduqué sur le monde des crypto-monnaies, donc il a une conviction dans le monde des crypto-monnaies, donc il n'a pas de problème à passer à l'action dans le monde des crypto-monnaies. Ben, peut-être qu'il y a des choses à aller visiter dans les autres classes d'actifs. Peut-être qu'il faut aller regarder un peu comment fonctionne la bourse, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi mes croyances, pourquoi je ne souhaite pas investir aujourd'hui sur cette classe d'actifs-là. Même chose sur l'immobilier. Je pense qu'il a besoin de personne en fait pour investir, il a juste besoin de s'éclairer et d'aller visiter un peu ce qui pour lui peuvent être des points bloquants qui fait qu'il ne va pas sur telle ou telle classe d'actifs. Effectivement, alors ce que nous disait Romain sur, la partie immobilier, lui, ce qui l'ennuie avec l'investissement locatif, c'est que les investisseurs, selon lui, cherchent à faire de la rentabilité à tout prix et donc, par exemple, il me disait, bah, pour cela, il propose des logements en général qui sont mal isolés avec du mobilier bas de gamme et lui qui souhaite se montrer plus humain et plus éthique, ça impactera forcément, le rendement qu'il pourra, générer et sur l'aspect bourse, il n'a pas envie non plus d'être catégorisé comme un actionnaire qui cherche à tout prix la rentabilité au détriment des conditions de travail des salariés. Pareil, d'après lui, l'actionnaire type se réjouit des réductions d'emplois et se fait de l'argent sur le dos des salariés qu'il estime ne pas être suffisamment récompensés pour le travail qu'ils fournissent. Donc ça, effectivement, ce sont ses croyances qu'il a, selon toi, à déconstruire, Guillaume, pour pouvoir diversifier ses investissements sur d'autres classes d'actifs que les crypto-monnaies. Oui, après, je dis pas que tout ce qu'il dit ici est faux. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. C'est-à-dire que c'est très caricatural. Si je prends l'exemple de l'immobilier, moi je connais plein d'investisseurs immobiliers qui font les choses très bien et qui ont du rendement. Si je prenais le cas tel que c'est nommé ici, ils cherchent la rentabilité, donc les logements sont mal isolés, donc, il y a probablement certains investisseurs qui font ça. Ou en tout cas, ceux que je connais, ceux que je côtoie, ce sont des gens qui font les choses bien avec qui remettent tout à neuf, qui font ça proprement parce qu'ils ont une vision long terme de l'investissement. Est-ce qu'on va plus tendance à rester en tant que locataire dans un immeuble ou dans un appartement bien isolé, bien décoré, où je sais que je peux appeler mon propriétaire ou l'agence pour qu'on s'occupe bien de moi, ou alors est-ce que je vais rester dans une passoire thermique où je paye 300 € d'électricité par an pour me chauffer? Je suis pas sûr. Donc il y a une partie de vérité là-dedans, et puis le sujet des passoires thermiques, c'est aussi quand même l'actualité du moment dans l'immobilier. Mais en soi, il peut être l'investisseur qu'il a envie d'être. Et ça ne veut pas nécessairement dire que le rendement sera moins bon. C'est juste en fait une intention qui est différente. Et peut-être qu'il ne sera pas à 15% le rendement, mais s'il est à 10%, c'est peut-être pas mal aussi. Donc en fait, ce n'est qu'un choix. Il n'a pas à faire comme font les autres, il a à faire comme lui a envie de faire. Et concernant la partie bourse, est-ce que tu soutiens sa croyance? Non, non, je soutiens. Disons que on est dans un système. Notre système capitalistique est quand même construit là-dessus, on va pas se mentir. Il est construit sur la maximisation des profits, et qui dit profit dit une partie de ces profits est distribuée aux actionnaires qui veulent toucher les fruits du capital. Ils investissent du capital,
grâce à ça, ils sont propriétaires d'une partie des sociétés, on appelle ça des actions. Ces actions donnent droit à une partie des dividendes en lien avec la quote-part qu'on a. Donc, c'est la rémunération du capital. Est-ce qu'il y a un sujet entre la distribution, entre la rémunération du capital et la rémunération du travail? Oui. Nous, en tant que particulier, on peut s'éclairer, on peut avoir un avis là-dessus, et c'est très bien de dire que je veux pas y contribuer ou je veux y contribuer ou peu importe. Mais disons que pour moi, on passera pas d'un monde capitalistique à un monde qui est le contraire ou l'inverse. Je crois pas aux extrêmes en fait. Je crois plutôt à une transition douce. Et aujourd'hui, on ne passera pas sans rentrer là-dedans, sans tacler ce sujet-là, sans se faire une opinion là-dessus, et en allant sélectionner les sociétés, ou sélectionner des fonds, ou sélectionner des indices qui sont en lien avec les convictions dans lesquelles on croit. Aujourd'hui, quand on parle de finances responsables, finances durables, on le ramène très souvent au côté vert, au côté transition énergétique, etc. Mais il y a aussi plein d'entreprises aujourd'hui qui s'adressent en fait à des sujets à impact au-delà de l'environnement, qui s'adressent à des sujets de partage de valeurs, qui s'adressent à des sujets d'éthique, qui s'adressent à d'autres sujets, aux objectifs de l'ONU en fait, qui ne se résument pas qu'à un objectif de transition énergétique, d'environnement et de réchauffement climatique, même si c'est un enjeu important. Oui, il peut effectivement soutenir avec son argent des entreprises qui ont une utilité sociale et pas que environnementale. Oui, et puis la bourse, en fait, c'est juste que la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est une place de marché d'entreprises cotées. Donc, il y a plein d'entreprises. Ça ne se résume pas au CAC 40, ça ne se résume pas qu'au Standard & Poor's 500, ça ne se résume pas qu'à Apple, ça ne se résume pas qu'aux GAFAM, ça ne se résume pas qu'à ça, la bourse. La bourse, c'est une place de marché. Il y a plein d'entreprises différentes, avec des intentions différentes, avec des missions différentes. Et on peut aujourd'hui, en s'éclairant, choisir vers là où on a envie d'investir. Et si la bourse, parce que ce qui est sûr, c'est que la bourse est un environnement coté, donc qui dit coté dit transparence sur les résultats, transparence sur l'information en temps réel. Donc effectivement, dès qu'il va y avoir des événements macroéconomiques un peu majeurs, quelle que soit l'entreprise, la bourse va réagir en fait, comme si on était sur un immense océan. Dès qu'il y a la marée, il y a tout qui se déplace, malgré le fait qu'il y en a un qui veut aller à bâbord, l'autre à tribord, un au sud, un à l'est. Bon, la marée, la météo fait que dans l'embarcation, ça va bouger. Après, il y a aussi tout ce qu'on appelle le non-coté. Et là, le non-coté, il y a plein de choses à faire. On appelle aussi ça l'économie réelle. Comment je peux investir dans l'économie réelle? Donc, je vais vraiment caricaturer en disant la bourse, qui est techniquement de marché secondaire. La bourse, on s'échange des actions en tant qu'investisseur, mais elles ont déjà été émises. Donc, on se partage sur le marché de l'occasion ces différentes actions parce qu'on a envie d'être actionnaire de l'un, vendre aussi, etc. Il y a un autre marché qui est le marché de l'économie réelle, où là, je peux investir directement dans l'économie réelle via des sociétés qui recherchent des financements. On appelle ça le private equity ou capital investissement. Et là, il y a plein de plateformes qui permettent aujourd'hui aux particuliers d'adresser ces sujets-là en investissant dans une société spécifique qui développe ce projet spécifique et qui a besoin de se financer sur ce levier de développement spécifique. Et là, on peut, nous, agir à ce niveau de granularité-là avec nos investissements grâce à ces plateformes. Alors effectivement, l'économie réelle peut être une bonne solution pour Romain, mais j'ai l'impression que ça va pas aider entre guillemets son niveau de risque à s'alléger, puisque ça reste quand même des solutions. Le private equity reste quand même très risqué. Donc je suis sûre que c'est une solution qui pourrait être intéressante pour Romain, mais voilà, qui ne l'aidera pas à diminuer son risque. Alors concrètement, quelles sont peut-être les solutions d'investissement vers lesquelles on pourrait l'orienter et qui pourraient, tu vois, peut-être l'aider aussi à se réconcilier avec la bourse et l'investissement locatif, parce que dans la bourse, bah, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des trackers, il y a des fonds différents. Enfin, j'imagine qu'il y a un peu... on peut y trouver quand même des solutions très différentes, même au sein de la bourse, comme tu disais. De même que pour l'immobilier, il y a de l'immobilier physique, il y a l'immobilier papier avec la SCPI. Au vu de ce qu'il nous partage, quelles sont les solutions d'investissement vers lesquelles on pourrait le rediriger et qui lui permettraient d'investir tout en n'allant pas à l'encontre aujourd'hui de ses convictions et de ses croyances? Aujourd'hui, pour investir en bourse, il y a différentes enveloppes. Soit j'ouvre un PEA et j'investis en actions françaises ou européennes. Je peux aussi investir dans des trackers qui sont effectivement des fonds qui suivent un indice de référence. Si je veux investir dans des trackers qui sont ce qu'on appelle généralement de la gestion passive, c'est-à-dire j'investis uniquement dans le tracker, il va me donner la performance d'un marché
C'est comme si j'étais diversifié, ce que j'investis dans un panier d'actions. Là, pour l'allier, cet investissement-là avec ses convictions, il peut aller regarder un peu tous les indices qui se font. Il y en existe beaucoup, plein. Des indices alignés aux accords de Paris, des indices ISR, des indices thématiques, des indices sectoriels, des indices mondiaux, des indices géographiques. Bref, il existe vraiment, vraiment plein de choses. Pour le coup, il peut commencer à s'éclairer sur ce sujet-là. Ces trackers-là, il peut y investir soit à travers un PEA pour ceux qui y sont éligibles, soit à travers un compte titre, soit à travers une assurance vie, voire même un PER. Ça, c'est les enveloppes fiscales. Donc, il y a d'abord l'intention de se dire, OK, c'est OK pour moi d'investir en bourse. Je comprends mieux, etc. Je pense que c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir de se définir une stratégie globale en lien avec ça. Si c'est pour un horizon long terme, quelle classe d'actifs sur laquelle je souhaite me positionner? Est-ce que c'est plus sur des actions parce que ça me permet dans le temps d'aller chercher de la performance? Ou ça peut être des obligations. Bref, il y a un travail déjà à faire là-dessus. Et une fois que ça s'est calé, bah, c'est le choix de l'enveloppe. Est-ce que j'investis à travers un PEA, une assurance vie, un PER? Donc là, il faut faire un choix par rapport à ça. Et ensuite, c'est la mise en mouvement de tout ça et le suivi de tout ça. Et en moins d'une semaine, j'ai investi en bourse en ayant une réflexion un peu plus globale. Et je peux décider de démarrer doucement. Je peux décider de mettre 100 euros par mois, je peux décider de mettre 200 euros, 50 euros par mois même, pour commencer, me faire une idée, voir ce qui se passe. Parce que aussi, je crois à l'action. C'est-à-dire que quand on monte une montagne, le paysage il s'ouvre devant nous au fur et à mesure qu'on monte. On n'a pas le même paysage en bas de la montagne qu'on a en haut de la montagne, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même vue d'ensemble, et ce qui fait que peut-être que progressivement sur le chemin, ça va venir bouger un peu ses croyances et qu'il va trouver beaucoup plus de sens à tout ça. Donc moi je crois beaucoup au mouvement et au premier pas. Et des fois c'est extrêmement simple, c'est juste ouvrir une enveloppe, prendre date et mettre 50 euros par mois, suffisamment s'éduquer pour faire ce pas-là et voir ce qui se passe. Ça serait sur la partie bourse. Après, sur la partie immobilier, je pense que là, il y a une réflexion plus globale et je ne vais pas revenir dessus parce que ça faisait partie aussi du sujet du premier temps qu'on a enregistré ensemble sur l'autre cas, entre acheter une résidence principale, la louer, la capacité d'emprunt disponible. Vu qu'il y a un projet de résidence principale, un possible déménagement, etc., je pense qu'il faut être clair là-dessus. Est-ce que je pars aujourd'hui en fonction de mes moyens sur un investissement locatif quitte à baisser mon enveloppe prochaine pour ma résidence principale, ou est-ce que je souhaite la conserver? Ça, c'est la première réponse à donner, pour ensuite aller un peu plus dans le spécifique de ce que je peux faire. Et là, de l'investissement immobilier, il y a effectivement l'immobilier, on va dire, traditionnel, physique. J'investis dans un studio, un appartement, je le retape, je choisis de le mettre en meublé, par exemple, parce que c'était une des niches fiscales les plus intéressantes. Et voilà, et ça tourne, et j'utilise l'effet de levier du crédit. Soit je peux investir dans la pierre papier, ce qu'on appelle les SCPI, Société civile de placement immobilier, ou je peux y investir à crédit, mais avec la hausse des taux, pas sûr que ce soit une bonne idée en ce moment, à creuser. Soit je peux y investir une partie aujourd'hui de mon cash pour diversifier, je peux décider d'y mettre 10 000 euros, je vais tout de suite percevoir un revenu. Si j'ai pas envie de percevoir tout de suite un revenu, je peux décider d'investir en SCPI, mais en démembrement de propriété, c'est-à-dire j'achète uniquement la nue propriété départ et je laisse l'usufruit à quelqu'un d'autre pendant une durée que j'ai définie à l'avance, qui me permet d'aller chercher un rendement un petit peu mécanique. Il existe énormément de choses. Le premier pas étant d'aller bousculer un peu ses croyances et de se mettre en mouvement par rapport à ça. Parce que par contre, il existe plein de choses, mais il n'y a pas non plus une quantité illimitée de classes d'actifs. Hein, aujourd'hui, il y a la bourse, il y a l'immobilier, dans la bourse, il y a les actions, il y a les obligations. Si vraiment je suis réfractaire à ça, c'est un choix personnel après. C'est vraiment un choix personnel, ou alors je peux aller sur l'économie réelle. Il y a quand même, ce que je peux partager, c'est vraiment les bonnes pratiques d'un développement patrimonial. Ce qui est en général recommandé, c'est d'avoir 70 ou 80% de ses investissements sur les deux jambes, les deux leviers que sont la bourse et l'immobilier. Et le reste, c'est de le placer sur du placement alternatif. Et dans le placement alternatif, c'est un peu un grand panier, un peu fourre-tout, mais on peut y mettre le private equity, même si le private equity pourrait avoir tendance à devenir une troisième jambe. Hein, entre bourse, immobilier, private equity, ce qu'il a montré quand même de sacrées performances sur les 10 dernières années, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment, étant donné la crise vécue. Mais voilà, le private equity commence à s'imposer comme quand même une classe d'actifs qui est certes risquée, mais sur laquelle on commence à avoir une visibilité, une lisibilité et qui est intéressante en termes de diversification.
Et après, c'est les placements alternatifs. Il y a plein de choses. On y met les cryptos, on y met le crowdfunding, on y met plein de choses. Hein. On y met plein de choses. Pourquoi pas les montres, pourquoi pas la forêt, pourquoi pas des voitures de collection, pourquoi pas plein de choses. Et là, c'est entre 0 et vraiment 30% maximum, enfin en fonction des convictions, en fait, cette règle-là, de son patrimoine global. Parce que ce sont des actifs beaucoup plus risqués. Quand tu dis son patrimoine global, ça prend en compte l'épargne de précaution ou pas? Non, je prends pas en compte l'épargne de précaution là-dedans. Là, l'épargne de précaution, c'est un peu le matelas à part. Je parle plus de la partie investissement. Donc, si on suit du coup les grandes règles de l'investissement pour lisser son risque, aujourd'hui, là, Romain a 100% de son patrimoine qui est investi donc, dans ce qu'on appelle tout ce qui est alternatif, les crypto-monnaies, au lieu d'avoir plutôt cette part qui se situe entre 0 et 30% de son patrimoine. S'il doit mettre 70% en bourse et en immobilier, faudrait qu'il désinvestisse 21 000 euros aujourd'hui de ses cryptos, donc 70% de 30 000. 21 000 euros de ces cryptos pour les réinvestir en bourse et en IMO. Oui, ou pas nécessairement, parce que moi, je me mets à la place de Romain et tu me dis ça, je lui dis je suis en moins-value de 10 000 euros, j'ai une forte croyance dans ce modèle-là, je vais pas désinvestir. Par contre, ce qui pourrait intégrer aujourd'hui, il n'y a pas à tout changer du jour au lendemain. Pour moi, c'est sa vie et c'est sous forme de transition. Par contre, ce qui pourrait intégrer, c'est sur toute sa capacité d'épargne aujourd'hui qu'il a. Hein, je ne sais pas combien il met qu'il arrive à mettre de côté tous les mois, mais peut-être qu'il peut commencer à s'intéresser à ces actifs-là. C'est que je serai à sa place, j'entends ça, je sens les convictions qu'il a, je réalloue pas, moi je reste investi. Je reste investi parce que c'est des convictions fortes que j'ai eues. Par contre, en lien avec les projets que je suis en train de poser et que j'entends Guillaume qui me raconte ça, je me dis bon bah peut-être que j'ai envie de m'ouvrir un peu plus à la bourse, peut-être que je vais creuser un petit peu plus. Et donc pourquoi pas tester quelque chose en bourse en ouvrant un PEA ou une assurance vie, ne sais quelle enveloppe qui serait le plus à même de répondre à ses besoins. Et je commence à me faire un peu la main dessus. Ce qui était intéressant dans ce que tu nous partageais tout à l'heure, quand je te demandais quelles sont les solutions vers lesquelles on pouvait orienter Romain, c'était que je trouvais ça en fait peut-être plus intelligent dans son cas de partir des produits d'investissement, donc des supports, d'aller chercher des trackers qui l'intéressent, des trackers peut-être thématiques qui l'intéressent, selon justement ses convictions. Et ensuite, une fois que j'ai choisi mes produits, voir dans quelles enveloppes, à partir de quelles enveloppes, je peux aller investir dans ces produits. Puisque je dis ça parce que souvent, on a tendance à faire l'inverse, à se dire, est-ce qu'il vaut mieux commencer à ouvrir, à placer dans un PEA, une assurance vie ou un autre type d'enveloppe. Et que là, dans ton raisonnement, en fait, toi, tu partais du produit, du support, et ensuite, tu remontais à l'enveloppe. C'est intéressant parce que pour moi, c'est une réflexion qui se croise en fait. C'est-à-dire, c'est pas petit 1 je fais ça, petit 2 je fais ça, petit 3 je fais ça. Disons qu'il y a 3 grands temps, une stratégie globale, des supports, des enveloppes. C'est plus quelque chose de mixé en fait. Parce que certaines enveloppes, si je fais le choix que par l'enveloppe, je vais regarder en termes de fiscalité, quelle est la plus intéressante. Je pourrais le regarder que par un seul prisme, on dirait. La fiscalité est plus intéressante sur le PEA, j'ouvre un PEA. Oui, mais un PEA, il te limite dans le choix des supports. Okay, pas de problème, c'est une des meilleures enveloppes fiscales en France. Après 5 ans, pas d'impôt sur la plus-value hors prélèvements sociaux. Donc je pourrais dire, bah, je fais que ça, vu que je veux investir en actions. Ok, mais sache que tu n'as pas accès à tous les trackers, certains trackers ne seront pas disponibles, etc. Okay, c'est la contrainte. Si je veux investir dans des trackers qui ne sont pas disponibles en PEA, où est-ce qu'ils vont être disponibles? Est-ce que je vais trouver une assurance vie qui héberge ça? Pas nécessairement. Il y a peu d'assurances vie qui proposent des trackers. Il y en a aujourd'hui qui sont accessibles, qui sont pas chers, et je vous recommande d'aller vraiment jeter un coup d'œil à ça, mais je n'aurai pas non plus accès à tous les trackers. Donc si je veux avoir accès à des trackers spécifiques, parce que celui-là j'y crois, il est important et c'est conviction avant tout, je le ferai plutôt à travers un compte titre. Et là, normalement, compte titre, j'ai accès à beaucoup de choses. Mais par contre, c'est la fiscalité qui est la moins intéressante, le compte titre. Parce qu'à chaque fois que je vais faire réaliser une plus-value, je vais payer 30% d'impôt sur cette plus-value. Alors que sur une assurance vie ou sur un PEA, ce sont des enveloppes qui sont dites capitalisantes. C'est-à-dire que tant que je sors pas d'argent de ces enveloppes-là, je paye pas d'impôt. Donc voilà, il y a plein d'arbitrages à faire. En anglais, c'est les trade-offs. Là, il y en a plein en fait parce que en France, on aime bien la complexité et il y a beaucoup d'enveloppes fiscales qui ont des règles différentes, issues d'une longue histoire et qui fait que on a le choix. Dans plein d'autres pays, il n'y a pas le choix. C'est pour investir en bourse, c'est un compte titre et c'est terminé. Voilà, c'est simple. Donc au moins tu ne te prends pas la tête. C'est juste le choix des supports. Nous, voilà, c'est la richesse aussi de tout ça. Il y a des choix à faire et chacun a ses avantages et ses inconvénients.
C'est ça qui peut être compliqué parfois dans la mise en mouvement de l'investissement, c'est le fait qu'en France, on a quand même beaucoup de choses un peu spécifiques qui fait qu'on peut vite être submergé par la quantité d'informations, par, on va dire, l'arbre de décision qui se présente devant nous, quoi. Parce que choix de l'enveloppe, devoir investir en bourse, il en existe 5. Ok, donc je choisis laquelle, ensuite les supports, il y en a plein, je choisis lesquels. Bon, donc en fait, il y a tout ça qui s'ouvre devant nous, on dit je vais y arriver, je regarderai ça plus tard. Et des fois la meilleure chose à faire, c'est la simplicité. Des fois, c'est on creuse un sujet, on y va, on commence à se mettre en mouvement. Rien n'est jamais figé dans l'investissement. Ça vit, ça respire. Mais je crois que la clé, c'est quand même de se mettre en mouvement. Est-ce qu'il existe des sites qui répertorient ou sur lesquels on peut retrouver facilement, si on veut partir donc des supports, des produits d'investissement, des sites qui vont répertorier par exemple tous les trackers en fonction des thématiques pour qu'on puisse choisir en fait les trackers qui sont alignés justement avec nos convictions? Oui, il doit en exister plusieurs. Moi, il y en a un qui est souvent nommé et qui est bien fait, c'est Just ETF. C'est un comparateur d'ETF où il y a quasiment tous les trackers référencés avec plein de critères en fait de décision, l'éligibilité au PEA, les montants d'encours, les indices qui suivent, bien entendu. Bref, il y a plein de critères qui puissent permettre d'aller jeter un coup d'œil à tout ça. Ok, super. Ce que je remarque aussi quand on entame cette démarche de construction de sa stratégie d'investissement, souvent on se rend compte que nos objectifs de vie, nos projets de vie sont trop ambitieux par rapport aux moyens disponibles. Donc notre patrimoine existant et notre capacité d'épargne. Il y a un grand écart entre les deux, entre notre projet de vie et notre situation actuelle. Et justement, l'objectif d'une stratégie d'investissement, c'est de réduire l'écart entre ces deux choses. Donc, sur quel levier on peut jouer pour s'assurer qu'il y a un match entre les moyens dont on dispose et nos objectifs de vie? Déjà, c'est de s'en occuper dès aujourd'hui. Premier levier, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps en investissement, quand on est jeune, c'est notre ami, quand on est beaucoup plus vieux, c'est notre ennemi. Mais c'est vraiment le sujet, le plus gros levier, en fait, même avant le rendement, pour moi, c'est le temps. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'éduque financièrement alors qu'il a 15 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, il part avec un sacré atout dans la vie. Parce qu'il va comprendre tout de suite la mécanique des intérêts composés. Et si c'est pour des horizons retraite, parce que c'est quand même un sujet central, c'est préparer son avenir, et on ramène souvent ça à la retraite, même s'il n'y a pas que ça, on ramène souvent ça au plus tard, au demain, et aujourd'hui, c'est la retraite. Si j'ai 20 ans, que je commence à investir 100 euros par mois et que j'ai 40 ans de 20 mois, c'est pas pareil que si j'ai 40 ans, même si j'ai 500 euros par mois à placer, ou 600, ou voire même plus, celui qui a 20 ans, il aura pris une sacrée avance en ayant placé 100 euros par mois. Pour moi, c'est ça la clé. En fait, l'éducation financière, pourquoi elle est cruciale et pourquoi elle est clé, parce qu'elle est une réponse simple à des financements futurs, et notamment quand on parle de financement des retraites. Et nécessairement, elle s'adresse aux jeunes. Parce que plus on s'y prend jeune, mieux c'est. Ça ne veut pas dire que quand on a 40 ans, c'est trop tard, ou quand on a 50 ans, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, mais on n'a qu'aujourd'hui, on n'a que le présent. Le passé, c'est passé, et le futur, c'est demain, et là, c'est qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui. Et ce qu'on fait d'aujourd'hui, à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est de mettre tout ça en mouvement. Parce que c'est ultra précieux, le temps est réellement notre allié dans l'investissement. Plus on va avoir du temps devant nous, moins on va avoir d'efforts à faire, et donc plus nos moyens disponibles vont nous permettre d'aller chercher des résultats d'autant plus grands, avec cette mécanique des intérêts composés qu'on entend, qu'on rabâche, que tout le monde comprend, mais que personne n'intègre. Il y a la compréhension et il y a l'intégration. On a du mal en tant qu'humain à imaginer une exponentialité, mais la mécanique des intérêts composés, c'est ça, hein. Nous, on a tendance à projeter quelque chose de linéaire, mais la mécanique des intérêts composés, c'est à un moment, on comprend même plus ce qui se passe, quoi. C'est pendant 40 ans, 100 balles par mois, j'ai pas de simulation en tête, mais c'est des centaines de milliers d'euros. Ça a un vrai sens, quoi. Et on parle de 100 euros par mois. 100 euros par mois, des centaines de milliers d'euros grâce au temps. J'ai vu que tu peux nous partager aussi dans les newsletters que tu avais dédiés à ce sujet, un petit outil qui permettait, j'imagine peut-être ces simulations. Je ne sais pas, j'ai pas encore cliqué dessus. Qu'est-ce que ça permet exactement pour justement s'assurer de cet alignement entre nos moyens et nos objectifs? En fait, c'est un petit outil qui permet en fait de ne pas se faire rêver et qui permet surtout d'apporter, on va dire, un cadre à notre réflexion entre là où je veux aller demain, mes objectifs, et où je suis aujourd'hui et les moyens que je peux y allouer. Donc l'outil, c'est quoi? C'est assez simple. Je peux l'expliquer avec juste un projet retraite. Imaginons que j'ai défini que pour mes 65 ans, je veux un capital de 500 000 euros. Et pour ça, j'alloue aujourd'hui, on va dire que j'ai 30 ans,
et j'alloue aujourd'hui 200 euros par mois. Le petit simulateur qui est extrêmement simple, hein, il va juste dire, OK, tu veux 500 000 euros, et aujourd'hui tu mets 200 euros par mois. Ces 200 euros par mois, en les plaçant à une hypothèse de rendement, mettons 6% ou 7%, prenons 7% parce que c'est ce qu'ont fait les actions françaises pendant 30 ans, 7% par an. Okay, donc je prends la même hypothèse que ce qui s'est passé sur le CAC 40 depuis 30 ans, dividendes réinvestis, à 7% par an. Ces 200 euros par mois, ça va peut-être me donner 200 000 ou 250 000. Il faudrait rentrer dans le simulateur. Bah là, tout de suite, je vais me poser une question. Je veux 500 000. Et en fait, ce que j'alloue aujourd'hui peut me donner 250 000 euros si on arrive effectivement à faire ce rendement-là. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je décide, parce qu'il n'y a pas 36 choix là, c'est soit je prends plus de risques pour aller chercher plus de rendement, mais attention, hein, moi c'est pas sur cette variable-là que je jouerai, soit je baisse mon objectif de résultat, ok, je prends conscience que 500 000 euros, ça sera pas possible, soit j'augmente mon objectif de moyens. Et donc, il faut que je passe non pas à 200 euros, mais peut-être à 300, à 350 ou à 400 euros. En prenant ça, ce petit simulateur, en le faisant, en l'éclatant un peu par projet, et en faisant une somme de tout ça, ça permet de donner une bonne idée très chiffrée, en fait, de ce que j'alloue aujourd'hui pour mes projets. Est-ce que c'est réalisable, pas réalisable? Est-ce que j'ai des arbitrages à faire? Parce que peut-être que, en fait, je vais prioriser mon projet retraite, et qu'au final, mon projet d'achat de bateau, où j'ai alloué 200 euros par mois aussi, eh ben, je décide qu'en fait, c'est pas très important, et que je louerai un bateau plutôt que de l'acheter, et que au final, je vais l'allouer à mon projet retraite, et là, d'un seul coup, je passe de 200 à 400 euros, et je peux aller chercher mes 500 000 euros. Voilà, donc c'est juste un outil, hein, d'aide à la réflexion et d'aide à la prise de décision. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que si jamais donc, nos objectifs de vie, nos projets de vie sont relativement ambitieux, soit on se retrouve à devoir prioriser, comme tu dis, à faire des arbitrages, soit on doit parvenir à augmenter cette capacité d'épargne mensuelle. Et pour cela, on peut jouer sur deux tableaux. Soit on apprend à gagner davantage, à créer de l'argent, de la richesse, soit on apprend à dépenser moins. Absolument. C'est soit on fait des sacrifices aujourd'hui avec notre situation financière, donc on peut optimiser notre budget, on peut faire des choix, on peut décider de déménager, enfin bref, c'est propre à chacun. Soit effectivement on crée des sources de revenus supplémentaires. On ouvre le robinet pour faire rentrer plus de flux dans notre situation financière. Et c'est pour ça que souvent on allie en fait l'entrepreneuriat avec l'investissement. Investir et s'investir. C'est aussi un levier pour son futur. Bon, alors si on résume pour le cas de Romain, avant de passer au cas de Claudia. Le gros point pour Romain, ça va être justement de lisser son risque, parce qu'on a vu que même s'il a une forte appétence pour le risque, son risque est peut-être trop élevé par rapport à ses projets moyens, long terme qu'il nous décrit, notamment le projet de se loger ou de faire un investissement locatif et le projet de fonder une famille et potentiellement de partir s'installer en province. Donc pour cela, vu que tu l'as bien senti, Romain, ce ne sera pas du genre à désinvestir de ses cryptos, surtout après avoir connu la moins-value récente. Peut-être qu'il a plutôt intérêt, là, à rediriger sa capacité d'épargne mensuelle vers, du coup, des choses plus traditionnelles et moins risquées. Tu nous as notamment cité donc, les deux piliers que sont la bourse et l'immobilier. Et à partir de là, s'il souhaite vraiment soutenir ses convictions qui ont l'air vraiment très fortes, peut-être il a plutôt intérêt à partir des produits d'investissement, des supports, et à remonter après pour voir à partir de quelle enveloppe il peut aller investir sur ces supports en lesquels il croit profondément. Bien résumé. Si j'étais lui, je m'ouvrirais effectivement à d'autres actifs, j'irais visiter ce qu'il fait de manière un peu plus approfondie, parce que je pense qu'à partir du moment où il comprend, il sera à même de prendre ses décisions seul, pas de problème là-dessus. Mais peut-être qu'il reviendra vers nous dans un an, parce que le Bitcoin est repassé à pas loin de 70 000 dollars, et qu'au final, il dit, je vous ai pas écouté, j'ai continué de tout mettre en crypto, et aujourd'hui, j'ai un patrimoine de 100 000 euros. Disons que dans un développement bon père de famille, parce que j'insiste là-dessus, chacun a ses propres convictions et chacun a son profil, et en soi, je comprends ses choix, et je comprends aussi la génération, parce qu'il a 28 ans, et clairement, c'est une génération qui a grandi aussi avec les crypto-monnaies, qui a commencé les investissements avec la hausse des crypto-monnaies, avec tout ce bouillonnement en fait autour des crypto-monnaies. Mais je pense que c'est aussi intéressant de s'ouvrir à ces classes d'actifs un peu plus traditionnelles, qui ont prouvé depuis des années et des années maintenant une forme de matelas de performance pour bâtir quelque chose d'un peu plus équilibré.
Et un autre point que j'ai pas mentionné aussi, c'est aussi l'importance de prioriser ses projets. Je pense que là, à nouveau, c'est assez vague. Lui me disait, bah, mes projets moyen-long terme, c'est de fonder une famille, quitter l'Île-de-France, trouver une compagne et m'installer avec elle. Mais peut-être que le fait de mettre vraiment des horizons de temps sur chacun de ses projets, ça va lui permettre de savoir vers où il redirige ses flux actuels, ses flux financiers en priorité. Si l'achat d'une résidence principale, c'est important pour lui, mais qu'il doit tendre de trouver sa compagne, et ben du coup, là, on le passe vraiment dans un projet plutôt moyen-long terme. Et son projet peut-être court terme, ce sera plutôt de quitter ses fonctions. Il y a ça. Après, là, on touche vraiment on touche un peu la notion de projet. C'est-à-dire qu'un projet, on peut faire tous les plans qu'on veut, ça se déroule rarement comme on l'imagine. Mais l'exercice du projet, il est intéressant. Il est vraiment intéressant pour fixer quand même des horizons de temps, parce que ça permet quand même de donner une intention à sa stratégie d'investissement et une coloration à sa stratégie d'investissement. Ça ne veut pas dire que le 28 avril 2026, il faudra qu'il soit marié et que un an après, il ait un premier enfant. C'est pas ça la question. C'est plus de se dire, c'est une intention, c'est là, peut-être que je peux me mettre en mode anticipation de ça plutôt qu'en mode réaction le jour où ça arrive, alors que pourtant, je l'avais déjà bien identifié aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains commencent déjà à investir pour leur mariage sans même avoir encore de conjoint. J'ai appris ça il y a quelques temps. Ok, j'ai jamais entendu ça, mais ok. Pourquoi pas. Alors, passons à la situation de Claudia. Donc, Claudia, elle a 35 ans. C'est une jeune maman d'un enfant de 2 ans. Elle vit en couple aux Pays-Bas. Donc, ça fait 10 ans qu'elle est expatriée là-bas. Au niveau de sa situation professionnelle, elle n'a actuellement plus de revenus puisqu'elle est en transition. C'est également une entrepreneuse. Elle a vendu sa boîte dans la mode éthique pour 50 000 euros. Elle a également récemment vendu son ancienne résidence principale avec une forte plus-value puisqu'elle a réussi à dégager environ 500 000 euros de la vente. Donc aujourd'hui, elle se retrouve avec des liquidités qui sont très importantes. Elle a en gros 500 000 euros à placer. Ce qu'elle souhaite, c'est de profiter de cette période de transition pour se former pendant 1 an et travailler en parallèle en freelance 2-3 jours par semaine. Elle estime qu'elle a besoin de sortir un revenu de 700 euros par mois à partir de ces 500 000 euros investis pour pouvoir compléter ses futurs revenus professionnels, donc issus de son travail en freelance. Elle a également le projet avec son conjoint d'avoir un deuxième enfant. Et elle est animée par des valeurs écologiques qui sont très fortes. D'ailleurs, elle a longtemps été tiraillée entre son envie de financer ses projets personnels et professionnels d'un côté et son besoin d'un autre côté de respecter ses convictions environnementales. Elle est convaincue que pour investir, pour générer de l'argent à partir de son argent, donc pour transformer son 1 euro en 2 euros, ça revient à soutenir un modèle d'économie qui n'est pas pérenne pour l'humanité, puisqu'on se retrouve à surexploiter les ressources de la planète. Et donc, pour elle, même si elle se tourne vers l'investissement responsable, ça revient quand même à financer une croissance. Et donc, à partir du moment où on est dans cette logique de croissance infinie, dans un monde fini qui dispose de ressources limitées, c'est là où le bas blesse. Ça n'a pas de sens selon elle. On sent que Claudia a des convictions et des croyances qui sont très fortes. Tout l'enjeu pour elle, c'est de parvenir à se réconcilier avec ce système pour pouvoir investir son argent malgré ses valeurs environnementales. Donc, Guillaume, petit casse-tête, d'après toi, comment on peut parvenir à investir son argent quand on a des valeurs et des convictions aussi profondes que celles de Claudia et qui vont à l'encontre du système dans lequel on vit? Pour moi, de manière assez simple, en fait, c'est vraiment de dézoomer et c'est ce que je dis souvent, c'est déjà ne pas associer l'argent au système, même si aujourd'hui, je dis souvent, ça vient pas de moi, mais c'était d'un livre sur une vulgarisation économique qui disait la monnaie, l'argent est le sang de notre économie. Le problème, c'est pas le sang qu'il faut juger, c'est le système dans sa globalité. Et donc, effectivement, on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a des efforts pour aller vers une transition. On est tous au fait des limites planétaires, etc. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le sang croupir ou est-ce on le redirige vers des choses qu'on a envie de voir pousser et de voir fleurir? Donc en fait, c'est assez simple, c'est de se dire, c'est une capacité, aujourd'hui c'est une belle somme d'argent, je peux décider de la mettre à la fois en lien avec mes projets, à la fois en lien avec les enjeux que je veux nourrir et cultiver, et donc je peux investir en ce sens. C'est toujours pareil, après on peut avoir des convictions et après il y a la matérialisation de ces convictions. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt à mettre 500 000 euros dans une société dans laquelle je crois beaucoup parce qu'elle est en train de changer le monde et que peut-être demain je vais avoir un retour là-dessus ou pas.
Après, on peut avoir des convictions fortes, mais est-ce que on est prêt à prendre le risque pour son cas personnel? C'est comme s'il y avait, il y avait 2 choses. Il y a, on va dire, le sens porté. Moi, j'y adhère en tout cas à ça, auquel on adhère plus ou moins, enfin chacun a ses propres convictions par rapport à ça. Et il y a après le comportement. C'est-à-dire, est-ce que je décide là d'agir en lien avec mes convictions? C'est là où il faut trouver l'arbitrage. C'est toujours pareil, il faut trouver en fait l'alliance de tout ça, entre le sens porté et entre aujourd'hui, moi en tant qu'individu, j'ai besoin de sortir 700 euros par mois. Voilà, ça c'est ce que j'ai entendu, je vois, c'est un projet, il est court terme, il est concret. Est-ce que je me pose la question de est-ce que cet investissement que je dois faire doit répondre à la fois au sens porté et au changement de modèle économique et de paradigme économique, et versus je veux aujourd'hui 700 euros par mois. Ou alors, est-ce que je peux trouver une forme d'arbitrage là-dedans? Parce que moi, je crois pas ni au blanc ni au noir. Je crois que tout est fait de nuances, hein, et qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est dans un modèle de transition énergétique, je pense qu'aujourd'hui, on a tous conscience de ça. En tout cas, les nouvelles générations ont conscience de ça et que ça se passera pas, ça peut difficilement se passer autrement. Mais dans le mot transition énergétique, il y a transition, quoi. Une transition, c'est pas appuyer sur un bouton. Une transition, c'est progressif. Ça va prendre du temps. Et en général, les transitions sont jamais agréables. C'est tout ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est la mort de l'ancien, la naissance du nouveau, on n'y voit pas clair, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, dans tout ça, à partir du moment où j'ai la conscience de ça, qu'est-ce que je fais en fait? C'est aussi ça, mais la réponse est à poser là. Il existe plein de solutions qui permettent d'investir de manière responsable en lien avec des convictions et qui puissent permettre d'aller chercher ça. Mais il y a nécessairement une forme de radicalité à abandonner, en revanche. Moi, c'est ce que je crois. D'ailleurs, elle me disait effectivement dans un deuxième temps que sa réflexion depuis, elle avait un peu évolué sur ce point. Aujourd'hui, elle se dit que c'est OK d'investir son argent dans ce système capitaliste parce que ça lui permet justement, comme tu dis, de dégager ces fameux 700 euros par mois dont elle a besoin au minimum pour pouvoir vivre et compléter ses revenus liés au freelance. Et donc, pour pouvoir, elle, avoir du temps et de l'énergie à consacrer pour justement étudier et travailler sur d'autres modèles d'économie et pour faire évoluer tout le système dans la direction qui lui correspond. Oui, et puis on pourrait dire aussi, le système capitaliste a permis d'avoir une forte plus-value sur ma résidence principale que j'ai vendue, et merci à lui, aujourd'hui j'ai 500 000 euros pour réaliser mes projets. On peut pas toujours dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, et je prends que le bon et ça me va très bien, et au final, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à trouver, plus de justesse en fait, en lien avec ça. Donc tant mieux que sa réflexion ait évolué en lien avec ça, parce que je pense qu'aujourd'hui elle part d'une excellente base pour pouvoir construire quelque chose d'assez juste à la fois pour elle, pour ses projets, pour ce qu'elle veut porter, elle en tant qu'individu, dans sa reconversion, entre guillemets, et en même temps de pouvoir lui permettre de vivre ça où elle va aider le monde vers là où il doit aller, et en même temps, pourquoi pas, trouver des leviers d'investissement. Est-ce que c'est sur la totalité du capital? Est-ce que c'est sur une partie du capital? J'en sais rien, qui puisse permettre d'aller investir dans des sociétés ou dans l'économie réelle pour le coup, qui apporte vraiment du changement et qui contribue à la transition. C'est vrai que c'est un peu une discussion que j'avais en aparté avec Claudia, c'est que je me rends compte aujourd'hui que la façon la plus pure d'investir son argent, c'est justement d'investir dans l'économie réelle, où là, on a une transparence complète. Et c'est d'ailleurs Lina que j'avais reçue sur le podcast, qui travaille pour la plateforme lita.co et qui propose justement aux particuliers d'investir dans des entreprises à impact. Et elle me disait qu'il n'y a pas d'investissement plus pur que celui-ci, parce que même quand on investit dans des produits financiers issus de l'investissement responsable, finalement, on ne sait jamais vraiment où va notre argent, contrairement à quand on finance ce type d'entreprise directement. C'est sûr. C'est sûr que là, sur ce type d'investissement, on est à la source, hein. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui lève des fonds, peut-être 200 000 euros pour acheter telle machine qui va lui permettre de faire ça, ou pour aller s'internationaliser sur tel marché avec tel impact. C'est sûr que la mesure de l'impact peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus transparente et beaucoup plus claire en allant chercher directement ce genre d'investissement. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu aurais des noms, des exemples de noms de plateformes ou de solutions issues de l'investissement responsable qu'elle pourrait regarder en particulier à lui donner? Tu en as déjà nommé une là, il y a lita.co qui permet de faire ça. Il y a aussi Tudigo
un peu sur le même format là, qui référence un certain nombre d'entreprises qui ont besoin de fonds, qui lèvent de l'argent, qui ont besoin de se financer et via des investisseurs particuliers. Après, sur des choses un peu plus cotées, il y a des assurances vie responsables comme Goodvest par exemple. Goodvest qui va avoir une méthodologie assez détaillée sur le choix des fonds, le choix des supports, mais ça reste du côté. Mais c'est dans l'enveloppe de l'assurance vie, c'est piloté, voilà, ça c'est possible. Et après, il y a le choix de tracker, le choix de fonds spécifiques, où là, il faut aller chercher un peu de granularité pour ça. Il y a le private equity qui va être juste des fonds en lien avec l'ITA.co, c'est un peu le même principe. Hein. Ce sont juste des fonds, au lieu d'investir dans une entreprise, on investit dans des fonds avec un gestionnaire qui va gérer ça. Et là, on est aussi sur l'économie réelle. Ouais, il existe des choses. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on parle de 500 000 euros. Est-ce que je suis prêt à mettre 500 000 euros là-dessus, étant donné le risque qui existe et l'absence de liquidité qui existe sur ce genre d'investissement. Là, c'est là où on doit confronter la conviction et ce que j'aimerais peut-être faire dans l'idéal à le cas personnel, ses projets perso et de trouver la bonne alliance de tout ça. Peut-être qu'il y a là-dessus 60% de traditionnel et 40% d'un peu plus conviction. Je sais pas. Je sais pas. C'est quelque chose qui a à travailler en tout cas. Si on raisonne d'un point de vue chiffre uniquement, selon toi, quand on investit 500 000 euros, quel est le revenu mensuel qu'on peut dégager à partir de ces 500 000 euros investis? Ce que je prends en exemple, c'est si demain elle devait placer 500 000 euros en SCPI, hein, en Société Civile de Placement Immobilier, qui distribue en moyenne 4,5% par an, brut, avant fiscalité. Donc je ne connais pas la fiscalité aux Pays-Bas, donc je ne sais pas ce qui reste après ça. Mais imaginons qu'il reste 3% là-dessus. Si on fait 500 000 euros de 3%, ou même 2% si on veut vraiment être critique, ça nous fait du 10 000 euros par an à 2%. Donc ça nous fait du 833 euros par mois. Vraiment un calcul de coin de table. Il est fort probable qu'on peut aller chercher un peu plus de rendement, etc. Mais c'est vrai que les SCPI sont une solution qui permettent de distribuer de manière régulière et de manière assez stable un rendement. Et il existe des SCPI responsables aujourd'hui. Il existe des SCPI responsables. Après, tout dépend ce qu'on appelle responsable, mais disons dans le sens labellisé, investissement socialement responsable, etc., il en existe, effectivement, qui investissent dans de l'immobilier durable. Et après, comme tu disais, c'est à elle ensuite de placer le curseur, enfin en tout cas de trouver la bonne proportion entre sur ces 500 000 euros, combien j'investis dans l'économie réelle, et donc j'ai cette forme très pure de l'investissement, et combien je garde pour pouvoir le placer sur des choses plus traditionnelles comme les SCPI, les trackers thématiques. Il y a des trackers qui existent aujourd'hui, que moi j'appelle investissement traditionnel, on dit dans le côté, dans la bourse, etc. Il existe des indices alignés aux accords de Paris, par exemple. Hein, ça, c'est concret, c'est-à-dire qu'il référence, c'est un panier d'actions dont la trajectoire doit répondre aux accords, à l'article 2 des accords de Paris. Ça, c'est un exemple. Donc, il existe des choses. Pour moi, c'est un monde qui est vraiment en mouvement, ça. La finance durable, responsable, ça existe depuis très longtemps, mais c'est en train de vraiment prendre sa place maintenant. C'est en train de se structurer. Il y a eu beaucoup de greenwashing, il y en a peut-être encore beaucoup, il y en aura de moins en moins parce que les gens sont de plus en plus vigilants sur ce sujet-là. Il y a des choses qui se passent partout, en fait, sur ces sujets-là. Et donc moi, si j'étais à la place de Claudia, je me dirais en fait quelles sont les solutions d'investissement traditionnelles. Donc quels sont les SCPI, les trackers thématiques qui me parlent, que je peux aller chercher, et quel est le rendement que je peux espérer. À partir de là, voir combien je dois allouer pour pouvoir parvenir à générer ces 700 euros mensuels qu'elle souhaite pouvoir avoir. Et ensuite, voir sur ces 500 000 euros combien il me reste et combien je peux investir avec dans l'économie réelle. C'est juste à partir du moment où les projets sont bien ceux-là et qu'il n'y en a pas d'autres aux alentours. C'est vrai que moi, je suis très projet. Donc, quand je vois une situation comme ça, quand je lis ces lignes-là, je regarde toujours un peu entre les lignes. Je sens une reconversion, je sens peut-être une volonté de recréer un autre projet derrière. Est-ce qu'il y aura besoin de fonds là-dessus? Je sens qu'il y a des choses à creuser de manière à avoir une stratégie d'investissement qui soit à la fois alignée aux volontés d'aujourd'hui, à la fois alignée aux besoins d'aujourd'hui et à la fois flexible pour permettre en fait d'utiliser peut-être des sommes et une disponibilité future pour des projets qui aujourd'hui sont peut-être juste naissants, peut-être à peine conscients, mais qui sont par là.
La première question à se poser, c'est est-ce qu'elle a besoin de sortir uniquement un revenu de 700 euros par mois à partir de ses investissements ou est-ce que ces autres projets, comme le projet d'avoir un deuxième enfant, nécessitent également d'augmenter ses revenus mensuels? Et même le projet de reconversion, hein, si elle veut se former, c'est pourquoi? C'est pour un projet d'entreprise après? Est-ce qu'il y aura besoin d'investir dans ce projet d'entreprise ou pas? C'est juste en fait, dresser quand même des premiers contours de choses qui sont pas forcément nécessairement aujourd'hui très claires, mais qui, demain peuvent être un vrai sujet. Donc c'est déjà mettre des contours à ça. Et donc d'où l'importance aussi de vraiment prendre ce temps, comme tu disais, de définir ses projets et ensuite de traduire ces projets en objectifs financiers. Et c'est finalement, presque la partie la plus difficile pour moi. Ça l'est et puis c'est quelque chose qui bouge. Et c'est sûr qu'il y a des projets, c'est pas simple de définir un montant. Ça l'est pas du tout. Et comme tu disais, mais même si ça reste encore flou dans notre esprit, même si on n'est pas sûr qu'on aura, un deuxième enfant avant de, lancer son entreprise ou l'inversement, au moins le fait de fixer un horizon de temps ça permet déjà de fixer une intention, une direction qui pourra être, malléable et bouger au fil du temps. Oui, et puis tous les projets ne sont pas nécessairement à rentrer dans un cadre de réflexion, patrimoniale et d'investissement. Quand je dis ça, je m'explique, c'est, par exemple, le projet de deuxième enfant, est-ce que vraiment il y a un objectif financier à y mettre dessus? Ou est-ce que c'est juste une information à porter par rapport à la stratégie d'investissement? Par exemple, moi, quand je lis ça, je me dis: «OK, est-ce qu'il y a besoin de constituer un capital pour un projet de deuxième enfant?» Peut-être que oui, hein, mais, ou peut-être que non. Mais par contre, de connaître ça, qu'il va y avoir un projet et que peut-être à terme, ça veut dire, je sais pas, j'arrête de travailler parce que je veux m'occuper de mon enfant, donc il va y avoir des baisses de revenus, il va y avoir tout ça. Là, ça peut apporter de la réflexion sur la stratégie d'investissement, sur les sommes qu'on va bloquer aujourd'hui, sur le fait que dans le projet de deuxième enfant sera peut-être dans 3 ans, ben je veux pouvoir disposer plus facilement de mes fonds, donc je ne choisirai pas telle solution, mais plutôt celle-là. Voilà, les projets, c'est pas toujours en fait un objectif financier et qu'il faut atteindre. Ça peut aussi être une coloration à donner à la stratégie d'investissement. Une autre question, moi, que je m'étais notée, c'est au vu de ces liquidités importantes, aujourd'hui, est-ce que tu penses que le crédit lombard peut être, adapté par rapport à la situation de Claudia? Alors là, on va sur un sujet ultra spécifique, parce qu'en général, le crédit lombard, c'est associé à l'assurance vie luxembourgeoise. Donc c'est d'abord la question de l'assurance vie luxembourgeoise avant la question du crédit lombard. Mais l'assurance vie luxembourgeoise pourrait être une solution dans son cas, et une solution même dans son cas. J'enlèverais presque le pourrait pour dire c'est une solution dans son cas par rapport à l'assurance vie française il y a effectivement plus de sécurité dans l'assurance vie luxembourgeoise qu'il n'y a dans l'assurance vie française. C'est pour ça que des gens qui ont des gros montants à placer, parce qu'en général, c'est à partir de 250 000 euros, ils se positionnent sur l'assurance vie luxembourgeoise. Et effectivement, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un crédit lombard dans l'assurance vie luxembourgeoise. C'est-à-dire que on peut, sur la base de nos investissements, emprunter un certain montant, 50%, 60%, 70% de ce qu'on a placé, c'est en fait le montant placé qui vient en garantie de ce crédit. Et on peut disposer donc comme d'un effet de levier, hein, on peut redisposer de cet argent-là pour soit des projets qui nous sont propres, soit pour le réinvestir. C'est comme si on arrivait à faire un effet de levier en fait sur nos propres fonds via un crédit lombard. Et ça peut avoir du sens, mais ça se travaille parce que c'est dans quel cadre ça s'inscrit, pourquoi. Mais c'est une bonne manière de faire de l'effet de levier, c'est un peu plus technique. Et là, pour le coup, je recommande de se faire accompagner sur ces sujets. D'ailleurs, ça me fait penser à, selon toi, à partir de quel montant est-ce qu'il y a un certain niveau de patrimoine à partir duquel on a intérêt à se faire accompagner par un professionnel? Je pense que oui. En fait, moi, je mettrais deux choses différentes. Il y a le conseil en investissement et il y a le conseil en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, va y avoir vraiment quelque chose d'un peu plus juridique. Va y avoir peut-être des montages de société, peut-être va y avoir des montages un peu particuliers qui nécessitent d'avoir une expertise et qu'il est difficilement possible de faire seul. Et là, il faut se faire accompagner. Après, de définir un montant, je sais pas, je l'ai pas nécessairement en tête. Ça va dépendre aussi de l'appétence de chacun à gérer son argent. Disons qu'aujourd'hui, si j'ai 500 000 euros à placer, pas moi spécifiquement, je parle de manière plus générique, ça peut être quand même une bonne chose de se faire, au moins d'aller chercher un premier avis ou de se faire accompagner et d'aller chercher des informations pour faire les bons choix. Voilà. Je pense que c'est important de s'éclairer soi-même pour garder le lead et pas se faire embarquer en fait
par le conseiller dans une voie qu'on ne voulait pas nécessairement juste parce qu'on n'était pas éclairé. Donc c'est important de toujours garder le lead, de rester le capitaine, de comprendre comment ça marche, de ce qui est possible, pas possible et de ce que j'ai envie. En fait, c'est à moi de donner le ton. Par contre, pour la mise en œuvre, ça peut être intéressant de se faire accompagner. Et d'où peut-être l'intérêt de faire cet exercice en amont, avant d'aller voir un conseiller, de construire sa propre stratégie d'investissement. Si on reprend la situation de Claudia, de voir elle, comment elle définirait sa situation et après de la confronter à la vie d'un professionnel pour toujours plutôt être en lead et influencer son conseiller plutôt que ce soit l'inverse. Ouais, je pense que c'est même au-delà de la construction, et cetera, c'est vraiment d'être éclairé sur le sujet, d'être vraiment dans une posture, en fait, de pilote de ses finances et pas dans une posture de: «Voilà, j'ai 500 000 €, voilà mes objectifs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Il y a pas de problème, hein, pour moi, c'est plus une posture pour bien jauger le conseiller qui se mette bien au service du projet, au service de la stratégie et pas qu'il impose quelque chose parce que c'est simple, parce que c'est comme ça et c'est parce que les autres font comme ça. Non, quand il y a des convictions, quand il y a des choses, on ne veut pas nécessairement faire comme tout le monde, donc il est nécessaire de donner le ton. Alors au cours de ces 2 parties, on a abordé ensemble, pas mal, d'outils, de concepts, tu nous avais parlé de la pyramide du patrimoine, de la ligne de vie, là, de ce petit outil qui permet de confronter ses moyens, ses objectifs de résultats. En résumé, quelles sont les grandes étapes par lesquelles passer pour bâtir sa stratégie d'investissement? Première étape pour moi, c'est vraiment faire le point sur sa situation financière aujourd'hui. Ce que j'ai en budget, ce que j'ai en patrimoine, où est-ce que c'est, voilà, d'avoir une photo, la plus claire possible de d'où on part. Bien définir où on va, le cap, la direction. Si possible, d'avoir des objectifs qui soient très spécifiques, des objectifs financiers, budgétés, des durées de placement, donc des horizons de temps, bien les positionner en fait sur une échelle de temps, et puis de les prioriser pour dire bah, est-ce que celui-là il est plus important que celui-là. Ça va nous aider dans la stratégie d'investissement si on doit faire des arbitrages, si on doit dire non, au final, c'est ce projet qui est plus important ou pas quand on va commencer à allouer nos objectifs de moyens. Une fois qu'on a ces deux extrémités, le point de départ, le point d'arrivée, il faut qu'on trace la ligne, l'itinéraire pour arriver du point A au point B. C'est la stratégie d'investissement. Et là, on va d'abord commencer à confronter et se faire une idée entre mes objectifs de moyens, mes objectifs de résultats. Donc là, pourquoi pas utiliser le petit fichier extrêmement simple pour prendre chaque projet et regarder un peu ce que ça donne, pour au moins avoir des premiers ordres de grandeur, pour construire une première version de sa stratégie d'investissement en disant mais tel projet, je vais y allouer ça, tel projet, je vais y allouer ça. Et ensuite, c'est le choix du comment. C'est là où on commence à parler solutions. Plutôt l'assurance vie pour ça, plutôt l'immobilier pour ça, un peu de crypto là-dessus. Et là, je peux utiliser la pyramide du patrimoine pour avoir un cadre et bâtir une stratégie d'investissement qui me ressemble et qui est alignée à la fois à mes projets et à la fois alignée avec mes convictions. Et quand tu dis qu'on a intérêt à choisir ces solutions d'investissement, par exemple choisir plutôt l'immobilier pour ça, est-ce que ça veut dire qu'on a intérêt à choisir une classe d'actifs ou une solution d'investissement en fonction d'un projet? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non. Ça pourrait, pourquoi pas, hein, ça pourrait. Au bout d'un moment, une stratégie d'investissement, cohérente, c'est une espèce de fusion des objectifs de moyens, des objectifs de résultats que tu te donnes, mais nécessairement un investissement immobilier, il peut répondre à plusieurs projets, en fait. Il peut répondre à des projets nécessairement qui vont être un peu plus long terme, hein, parce qu'on investit pour l'immobilier sur le long terme. Une stratégie d'investissement, quand tu la construis, au final, elle a une cohérence en lien avec des projets, mais c'est une fusion de plein de petites choses. Tu n'investis pas pour l'immobilier juste pour ça, mais tu pourrais. Tu pourrais dire, moi, l'immobilier, c'est pour la retraite, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que je vais le conserver jusqu'à la fin. Ou si je le revends, c'est parce qu'il y aura une belle opportunité, mais le fruit de la revente, je le laisserai pour la retraite. Tu peux raisonner comme ça. Moi, je crois surtout que tout ça, c'est un cadre qui, à un moment, permet d'avoir une clarté sur les solutions que je peux choisir. Et après, pour moi, c'est tellement pas figé, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vit et qui respire à la fois au gré de ton éducation, de ta compréhension, à la fois au gré de ce qui se passe dans le monde et surtout au gré de ta vie et de tes projets. Construire une stratégie d'investissement, pour moi, c'est juste se mettre en mouvement. C'est faire les premiers pas vers, c'est s'ouvrir à des choses qui au départ nous intéressaient pas forcément parce que on avait des croyances, on dit ça marche pas comme ça, on se dit c'est pas pour moi, on se dit j'en suis pas capable, j'en sais rien ce qu'on se raconte, mais c'est plus se mettre en mouvement par rapport à ça. Et en fait, naturellement, la vie est un chemin, ça avance, les choses évoluent, et en fait, la stratégie, elle bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre,
Ben voilà, je me suis mis en mouvement, c'est plus clair que ça ne l'était il y a un an, je peux reconstruire une stratégie, je peux refaire une itération, et au final, ça se structure comme ça et ça se construit progressivement. Et comme c'est quelque chose qui est en permanence en mouvement, à quelle fréquence, toi, tu réajustes ta stratégie d'investissement? En fait, tu peux réajuster à chaque, par exemple, tu touches 100 000 euros d'une donation, à chaque événement un peu majeur, ou alors tu as décidé de larguer ton boulot pour devenir entrepreneur, bon, peu importe, à chaque, on va dire, changement de direction un peu fort, un peu marqué, que ce soit sur la situation financière, que ce soit sur les projets, tu peux réfléchir à ça. Et sinon, c'est pas trop de regarder ça une fois par an, hein. Une fois par an, de regarder, ok, si c'est toujours aligné, si c'est toujours ok. Et des fois, c'est toujours ok, il n'y a rien qui a bougé, et bien, ça continue de tracer, ça prend 5 minutes. Là, on a abordé ensemble des situations de personnes sans prendre en compte la situation de leur conjoint. Quand on est en couple, est-ce qu'on aborde les choses de la même façon ou est-ce qu'on doit vraiment co-construire cette stratégie d'investissement à deux? Quels sont tes conseils par rapport à ça? Ça dépend de chacun, hein. En général, quand on est en couple, on a quand même des projets communs. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des projets communs, il doit y avoir une réflexion commune par rapport à ça. Après, on peut aussi avoir des projets communs et que, ben, ok, on partage des projets. Par contre, on veut gérer indépendamment ses finances. Il n'y a pas de règle, en fait. Même si moi, mes convictions sont que si on est en couple, il y a quelque chose à bâtir de manière commune, donc ça a du sens d'avoir une stratégie commune. Mais certains préfèrent gérer les finances de manière indépendante, et pourquoi pas. Dans les faits, est-ce que ça signifie que pour toi, tu te fais deux lignes de vie, une ligne de vie avec tes projets personnels et professionnels d'un côté, et une ligne de vie avec les projets communs en couple? Non, je pense que j'ai une ligne de vie, mais je sais que j'ai des projets qui sont partagés et sur lesquels peut-être que je suis pas le seul à y mettre des moyens. Le cas d'une résidence principale, bon, mais si mon conjoint il veut la résidence principale à Marseille dans 10 ans et que moi c'est à Paris dans 3 ans, il va falloir se poser la question du sens du projet commun. Donc le projet commun, c'est juste qu'il sera partagé sur la ligne de vie de chacun. Peut-être que c'est Marseille dans 10 ans et que vu que c'est un budget de 600 000 euros, ça sera 300 000 euros chacun, ou 400 pour moi, 200 pour toi, j'en sais rien. C'est juste que c'est un projet commun, donc il faut prendre en compte l'autre, mais je le gère avec mes moyens individuels. Quand on a préparé ensemble l'épisode, tu m'avais dit quelque chose qui m'a interpellée, donc je me suis dit que j'allais te poser la question. Tu m'avais dit qu'on ait 10 000 euros ou 100 000 euros à placer, c'est la même chose, c'est très souvent les mêmes recommandations. Qu'est-ce que tu entendais par là précisément? Il y a effectivement un certain montant de patrimoine où qu'on place, alors 10 000 c'est peut-être un peu exagéré, mais qu'on place 20 000 euros, 25 000 euros, ou qu'on place 80 000 euros ou 100 000 euros, ça peut être les mêmes recommandations de base en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 80 et 100%, ça doit être de l'immobilier et de la bourse, le reste c'est du placement alternatif, c'est des pourcentages, donc ça fonctionne quel que soit, on va dire, le niveau de patrimoine. Après, il y a quand même un certain montant de patrimoine où il y a des solutions qui vont être plus à même de répondre à ce niveau financier. Par exemple, l'action vie luxembourgeoise, si on n'a pas 250 000 euros, on n'y a presque pas accès. Alors, certains permettent d'y accéder à 50 000 euros, etc., mais ça n'a pas de sens parce qu'on n'y a pas accès de toute façon. Donc, ça n'a pas de sens. Il y a plein de fonds d'investissement aussi où on peut y avoir accès qu'à partir de 100 000 euros. Si on n'a pas accès aux mêmes outils, on n'aura pas nécessairement les mêmes recommandations. Mais sur monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, la grosse partie de la population, eh ben c'est de l'investissement en bourse. On se dit, c'est comment c'est simple, quoi, hein, investissement en bourse, tracker. Choisissez une enveloppe presque qui vous fait plaisir, qui est à la même de répondre à vous, ou prenez toutes les enveloppes, parce qu'en soi, il n'y a pas de frais fixes à l'utilisation d'une enveloppe. Prenez date et commencez à avancer sur ces sujets, quel que soit le montant de votre patrimoine. Bon, si après avoir entendu tout ce que tu nous as partagé, Guillaume, celles et ceux qui nous écoutent ne passent pas à l'action et continuent de laisser leur argent dormir sur leur compte et livret, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en dernier mot? Ben, j'aimerais leur dire déjà que la banque les remercie de laisser cet argent sur, sur des comptes courants ou sur des livrets. Ce que je dirais, c'est peut-être se réconcilier avec cette énergie de l'argent et de se dire que cet argent, en fait, c'est un outil. Donc aujourd'hui, quand on a de l'argent, on a un outil à notre disposition et qu'est-ce qu'on décide de faire de cet outil? Est-ce qu'on le laisse au garage? Et c'est un choix, il n'y a pas de problème, ok. Ou est-ce qu'on décide de l'utiliser parce qu'il peut nourrir à la fois mes projets futurs, préparer mon futur avec un peu plus de sérénité, et il peut aussi nourrir mes convictions. Et si le monde me fait réagir aujourd'hui, eh ben, je peux agir, je peux me responsabiliser, et je peux décider qu'aujourd'hui j'ai envie de faire autrement et pas comme tout le monde, et que par contre je reprends le lead sur ce sujet parce que la banque, elle va s'en servir de son argent.
elle va s'en servir pour financer des choses qui, en ne faisant rien, en fait, presque le pire pour moi. C'est-à-dire que c'est que en faisant rien, on nourrit d'autant plus le système. Parce qu'en ne faisant rien, on laisse la responsabilité à un autre. Jamais ça reste sur un compte et ça bouge pas et s'écroupit. Les acteurs financiers s'en servent pour nourrir leurs propres intérêts. Donc, je reprends le lead et je décide, moi, de l'allouer là où j'ai envie de l'allouer. C'est ça, reprendre le lead sur ses finances. C'est en fait se responsabiliser. C'est que ce n'est que ça. Ce n'est qu'un outil, mais on reprend le pouvoir un petit peu sur sa vie et en reprenant le pouvoir sur son argent. Très clair, merci Guillaume. Pour conclure, la dernière fois, je t'ai posé la question que je pose à tous mes invités pour pouvoir connaître ta plus grande source de richesse, donc c'est-à-dire ce qui vaut tout l'or du monde chez toi. Tu m'as répondu que c'était tes convictions. Tu m'as dit que tu avais passé les 30 premières années de ta vie à les chercher et le jour où tu les as enfin trouvées, tu as quitté ton job de conseiller en gestion de patrimoine. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore identifié leurs convictions, ce en quoi elles croient profondément, quels conseils pourrais-tu leur donner pour les aider à toucher du doigt, disons, ce qui va leur permettre d'avoir une vie plus riche ? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à trouver ce que tu considères aujourd'hui comme ta plus grande source de richesse ? Moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire des erreurs. C'est un peu bateau parce que c'est souvent ce qu'on dit, mais en soi, c'est juste que j'ai fait des choix, j'ai pris des risques, j'ai fait plein de choses qui n'ont pas fonctionné, mais c'est parce que ça n'a pas fonctionné que je me suis rendu compte que c'est des choses que je ne voulais pas. Très souvent, pour aller chercher ce qu'on veut, il faut aller expérimenter ce qu'on ne veut pas. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses que je voulais pas en fait foncièrement. Donc consciemment dans ma tête, je me disais que je le voulais, mais en fait, c'était pas ça. Pour arriver, pour presque faire au bout d'un moment la liste de non, mais ça en fait non, je voulais pas, non ça je voulais pas, non ça je voulais pas. Mais j'ai su vraiment que je le voulais pas en l'ayant quoi, enfin en le vivant. C'est ça qui m'a permis d'avancer et que je continue d'avancer. Hein. Je pense que personne n'arrive jamais, c'est un chemin. Donc voilà, je pense que moi je suis un chercheur. Je teste, j'expérimente, j'avance. Je crois beaucoup à l'action. Je crois qu'il faut passer à l'action et que quoi qu'il arrive, que ça réussisse pas, c'est une information précieuse pour continuer d'avancer. Je crois que le pire, c'est de végéter, c'est de pas bouger, c'est de rester dans une pseudo-zone de confort qui ne l'est pas au final, où en fait on s'éteint un petit feu. Donc j'applique ça aussi aux finances. Là, je pars dans la vie en global, mais au final, c'est la même chose sur le sujet et sur le terrain de jeu de la finance. Je pense qu'il faut avancer pour s'éclairer là-dessus, reprendre le contrôle, faire des choix conscients, qu'ils soient bons ou mauvais. En soi, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir, Aude. Merci encore. Est-ce que vous vous sentez désormais capable de définir votre propre itinéraire ? C'est-à-dire la stratégie d'investissement que vous allez mettre en place pour aller de votre point de départ à votre point d'arrivée. Ce que je retiens de mes échanges avec Guillaume, c'est que même si c'est très tentant de vouloir tout de suite connaître les solutions et supports d'investissement sur lesquels placer votre argent, la chose la plus importante à faire pour construire votre stratégie, c'est de commencer par définir votre cap, soit les contours de la direction que vous souhaitez prendre. C'est ce cap qui vous aidera à mettre en mouvement vos finances vers ce qui fait sens pour vous. Même si ça reste flou au départ, ce cap va se clarifier au fur et à mesure de votre avancement. Ce cap va aussi évoluer avec le temps. Votre cap d'aujourd'hui ne sera pas le même que votre cap de demain. Et c'est pourquoi c'est intéressant de confronter régulièrement vos objectifs de moyens avec vos objectifs de résultats pour ajuster votre stratégie. Vous verrez ainsi si votre patrimoine actuel et si votre capacité d'épargne mensuelle vous permettent de réaliser vos projets et vous comprendrez sur quelles variables jouer pour aligner vos finances avec vos objectifs de vie et vos convictions. Pour cela, Guillaume nous a partagé un outil que vous pourrez retrouver en description de l'épisode. Je vous ai également mis d'autres ressources pour vous aider à bâtir votre propre stratégie. Ces ressources sont issues d'une des mini-formations que Guillaume propose avec son offre d'abonnement Regenize Flash. Regenize Flash vous permet de recevoir toutes les 2 semaines une mini-formation sur un thème en économie, en finance ou en investissement. Si ces cas pratiques vous ont été utiles ou si vous avez encore des questions par rapport à votre propre situation, venez m'en parler sur le compte Instagram Les Pépettes Podcast. Je serais ravie de répondre à vos questions et éventuellement de les aborder lors d'une prochaine étude de cas, si ce format vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve mardi dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.